Bonjour, je suis Grégoire Desoulières. Je suis généalogie successorale depuis près de 20 ans. J'ai créé mon entreprise il y a 6 mois à Tours. Je suis marié, père d'une petite fille, voilà, de 4 ans. J'ai découvert la généalogie successorale dans un article du Point en 1997. Cet article parlait d'une succession où il fallait retrouver les héritiers d'une artiste qui en fait était la maîtresse de Picasso et elle laissait un patrimoine relativement important, évidemment, avec des toiles de Picasso et des croquis. Et le notaire n'avait aucune possibilité de retrouver les héritiers. Et dans l'article, on explique qu'il y a une société de généalogie qui est partie dans tous les coins de la France et même en Croatie retrouver les héritiers de cette personne. Voilà. Et donc j'ai trouvé cet article assez intéressant. Et puis durant mes études, des études d'histoire, j'ai trouvé un stage et ça m'a permis de mettre un pied dans la généalogie successorale et je n'en suis jamais ressorti. Alors, il n'y a pas d'études particulières pour être généalogiste, il n'y a pas de diplôme. Il faut être passionné et il faut se former sur le tas par d'autres professionnels, par des stages, et puis il faut être extrêmement motivé. On demande généralement quand même d'avoir un bac plus 3 en histoire et en droit ou histoire et droit, mais il y a plein de profils différents qui ont pu accéder à la généalogie successorale. Alors, il y a deux types de généalogie. Il y a la généalogie familiale, c'est-à-dire que c'est une généalogie, on va dire, assez classique, retrouver des membres de la famille ou des ancêtres. Donc, ce sont les généalogistes familiaux qui travaillent à la demande de particuliers. Et il y a la généalogie successorale qui n'est pas du tout la même chose, même si on fait de la généalogie, c'est-à-dire qu'on retrouve des membres de la famille, mais nous retrouvons les vivants, principalement, pour qu'ils puissent hériter dans les successions. Quand un notaire nous mandate, c'est que c'est un dossier assez particulier, au sens où le défunt n'avait pas préparé ses affaires, et donc le notaire ne connaît pas ses héritiers, que ce soit des enfants, des neveux et nièces, des frères et sœurs, ou des cousins éloignés ou cousins germains. Voilà. Donc la difficulté, c'est que on n'a pas un dossier classique quand on retrouve des héritiers à la demande du notaire, soit parce que le défunt vivait seul, soit il y a une rupture familiale importante. Voilà. Dans la généalogie successorale, on a quand même deux thèmes principaux qui sont la mort et l'argent. Voilà. Donc, ça peut amener à des situations complexes et évidemment des tensions affectives parce que tout le monde n'avait pas la même relation d'affinité avec le défunt. Donc, il peut y avoir des jalousies en disant mais oui, mais moi je m'en suis occupé, pas toi. Et puis après, bah, il faut répartir de manière égale les biens que possède le défunt, soit mobilier, immobilier et liquidité. Et là, ça peut créer des tensions. Il faut avoir un peu cet esprit d'équilibriste et surtout voilà, de médiateur pour apaiser les tensions. Il faut qu'on trouve des solutions pour régler le dossier. Une fois que le dossier est terminé, que les gens ont récupéré leur argent, leurs histoires familiales, après, ne nous concernent plus. On sort un peu de leur vie. Dans la généalogie successorale, on apporte aux héritiers principalement des réponses à certaines questions qui sont d'un point de vue purement généalogique parfois, d'où je viens, qui étaient les membres de la famille, mais aussi des réponses sur des biens. Bah tiens, la maison, elle venait du grand-père ou ce genre de choses. Et on a des réponses aussi sur les fractures familiales, parce qu'on apprend des choses très importantes parfois lorsque le défunt s'était marié en première noce et que les enfants n'ont jamais su. Donc on peut apporter ce genre de réponses qui ont un impact réel sur leur quotidien après, puisque c'est pas forcément évident de digérer qu'un membre de sa famille, notamment un de ses parents, était marié, divorcé ou veuf, c'était quelque chose de caché, de tabou. Si en plus on retrouve un héritier supplémentaire, c'est-à-dire un demi-frère ou une demi-sœur, c'est pas rien. Alors dans la généalogie successorale, il y a des secrets de famille. La mort en bas âge d'un enfant, la mort d'un membre de la famille qu'on n'aimait pas forcément parce que c'était pas forcément quelqu'un de bien et on l'a complètement effacé de nos mémoires. Ce sont des choses qui arrivent et c'est à nous de les retrouver. Donc quand on interroge les héritiers, eh bien, parfois, les gens ne nous disent pas la vérité, ou en tout cas n'en ont pas forcément connaissance parce que on leur a jamais dit. S'ils sont morts, ils ont pu avoir des héritiers, des enfants, et ça change la dévolution. Donc, quand un neveu nous dit que il a que trois oncles et qu'au final, il y avait une tante qui est partie un peu loin et qui a eu des enfants, bah, les enfants viendraient au concours de la succession. Donc, non, il faut qu'on ait
tout le monde. On n'a pas loin à l'erreur. Un secret de famille, au début, on ne sait pas forcément que c'est un secret. C'est-à-dire que nous, on voit des choses, notamment par les actes, que la personne, effectivement, a été mariée en première noces. Et quand on parle, alors on y va à tâtons, quand on discute avec les héritiers, on leur pose des questions et puis on apprend petit à petit des choses. Et les gens peuvent avoir une réaction soit de déni, soit de stupéfaction. Le côté libératoire de l'information, c'est un peu une bombe qu'on lance. Pour ceux qui sont au courant, oui, ça peut être libératoire parce que dire, bon, bah, c'est, je ne suis plus le seul à le savoir et on m'avait dit de le taire. Oui, ça, je pense qu'il y a un côté libératoire. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de cette information-là, je pense qu'il y a un côté soit de sentiment d'incompréhension, d'injustice et après de quête et de désir d'en savoir plus. Il y a toujours des secrets de famille, il y en aura toujours, ça existera toujours. Je pense que le mieux, c'est de communiquer et de les anticiper. Une fois qu'on a fait les recherches, retrouvé, déterminé les héritiers, on prend contact avec eux. Et là, on a ce besoin de les interroger et de déterminer pourquoi ils n'étaient plus en relation avec le défunt. Et donc là, on a des vraies histoires familiales. C'est toujours très intéressant. C'est des histoires humaines, donc il y a parfois des drames. Et parfois, effectivement, on a des cousinats qui se reforment à leur demande, ou alors des fratries qui étaient éclatées, et on a souvent l'opportunité de les remettre en lien avec les autres membres de la famille. Qui dit généalogie successorale dit histoire et histoire familiale. Donc, il y a des héritiers qui sont à la recherche de leur passé, de leur identité. Savoir ce que faisaient les grands-parents, les arrière-grands-parents, un grand-oncle, une grand-tante. Il y a parfois un réel souhait des héritiers de se dire, mais au final, d'où je viens? De quelle région? De quelle ville? Quelles étaient les professions? Quels étaient même les noms qui ont disparu de la mémoire des familles? C'est aussi notre rôle de leur remettre un peu d'identité dans leur passé et ça leur fait parfois beaucoup de bien. Ouais. Pour ceux qui ont juste des questions assez simples parce que la mémoire collective voilà, a fait qu'ils n'étaient plus en relation évidemment avec des familles proches, ça les apaise ou en tout cas ça leur comble des cases. Pour des personnes qui ont réellement des trous très importants liés soit à une adoption, soit à des enfants placés, là on apporte réellement des réponses cohérentes et très précises sur tout simplement leur vie, leur passé. Quand on reçoit une information comme sa réelle identité par rapport à un enfant placé ou adopté, il faut encaisser ça. Donc, à part nous dire merci, ils vont pas forcément nous expliquer quelle démarche ils vont faire, que ce soit personnel ou administratif d'ailleurs, là-dessus. C'est quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'intime. Alors, mon rapport à la mort a beaucoup évolué. Je ne sais pas si c'est avec les années d'expérience ou la maturité qui arrive. J'ai une relation beaucoup plus sereine avec elle, personnellement. En fait, elle fait partie de notre quotidien à tous. On est tous et on mourra tous. La mort fait partie de la vie et la mort, ça se prépare. Une mort se prépare, évidemment quand on décède vieux et non pas prématurément. Préparer sa mort, c'est important, notamment pour l'équité entre héritiers. Si on fait un testament, laisser un message en disant, voilà, je veux que tel objet revienne à tel enfant et expliquer aussi pourquoi. Quand on n'est pas sur des liquidités, mais sur des objets souvenirs, des objets personnels, eh ben, ça peut amener des tensions si ça n'a pas été préparé. Alors que faire un testament et dire pour les choses qui n'ont pas forcément de valeur pécuniaire, mais une valeur sentimentale forte, je pense que c'est important de dire tel objet reviendra à un tel parce que toi, tu as une relation particulière avec. Et ben, quand on prépare sa mort, ça peut permettre de préserver la paix familiale et faire en sorte que la fratrie ne se sépare pas et reste en bons termes et en très bonne relation familiale. La mort que l'on voit et que l'on vit au quotidien dans les dossiers nous apprend qu'il faut profiter de la vie et la vivre pleinement. Il ne faut pas hésiter à dire à nos proches qu'on les aime. Il faut vivre sa vie avec amour et le transmettre le plus possible. Faire des projets et les faire pleinement dans la mesure de nos moyens, mais vraiment vivre sa vie comme on a envie de la vivre parce que la mort peut arriver n'importe où et n'importe quand. La généalogie, c'est le deuxième hobby français. Et je pense que c'est très important parce que ça permet aux gens d'avoir un enracinement et de se connaître un peu mieux. Donc j'ai envie de dire vive la généalogie et faites des recherches, parlez à vos proches et transmettez ce que vous savez sur vous-même et vos familles.